Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que ce texte représente? Il s'agit de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est un texte qui date de 1539 et c'est le plus vieux texte juridique encore en vigueur en France. Et ce que dit l'ordonnance, c'est à toi de me le dire. Ou à toi. C'est à toi de me le dire parce que tu es censé le connaître. Tu es réputé connaître l'intégralité des normes qui existent en France, qui représentent à peu près 44 millions de mots, mais c'est pas moi qui ai compté. Et tu es censé le savoir. Pourquoi? Parce qu'il existe un principe fondamental en droit français, un principe qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Tu l'as peut-être déjà entendu, nul n'est censé ignorer la loi. C'est un principe qui empêche toute personne de se défendre en invoquant le fait qu'elle ne savait pas. Tu ne peux jamais justifier ton comportement sur ton ignorance du droit, sur ton ignorance de la loi. De ce point de vue, j'aurais tendance à penser que le droit est un carcan, une succession de contraintes, parce que le droit te dit quoi faire, ne pas faire, et te sanctionne lorsque tu adoptes un comportement contraire. On ne peut pas non plus donner tort à cette pensée lorsque l'on considère la définition du droit. Le droit peut se définir comme un ensemble de règles contraignantes qui organisent la conduite des hommes dans notre société, des hommes avec un grand H, et donc des règles qui organisent nos comportements dans nos rapports sociaux. Mais subit-on réellement le droit? Pour tenter de répondre à cette question, on peut s'intéresser un instant à la naissance du droit. Comment le droit est-il créé? D'où vient-il? Le droit, c'est donc un ensemble de règles juridiques écrites. En France, nos règles sont écrites et elles sont édictées par nos institutions. Ce sont les lois qui sont votées par nos députés, sénateurs, décrets pris par le président de la République, Premier ministre, arrêtés, pris par les ministres, préfets, maires, etc., etc. Et nous, simples citoyens, eh bien, n'intervenons dans ce processus en réalité qu'à une seule occasion, au moment du vote de nos représentants. Et encore une fois, de ce point de vue, on peut dire que l'on subit les réglementations, puisque les normes sont votées là-haut, si je peux utiliser cette image. Elles nous tombent dessus, on doit les appliquer, qu'on les connaisse ou non, et on est sanctionné lorsqu'on ne le fait pas. Dans le fond, notre impact, surtout notre capacité à faire voter une loi, à faire évoluer le droit, cette capacité, elle est minime. Pour ne pas dire, elle est inexistante. Je suis venue ce soir vous dire strictement l'inverse. Donc j'aimerais qu'ensemble, on renverse les choses. On renverse les choses pour que tu te rendes compte qu'en réalité, le droit, c'est toi. Et que celui qui fabrique le droit, c'est chacun d'entre nous. Retiens que le droit est un phénomène de réaction. Le droit n'anticipe pas, il n'invente pas, ce n'est pas son rôle. Le droit observe et réagit. Je vais te donner un premier exemple pour que tu cernes peut-être un petit peu mieux ce que je suis en train de te dire. Tu vois ce que c'est le resto basket? Pour les plus sages d'entre nous ou les plus malhonnêtes, le resto basket, c'est une pratique qui consiste à aller au restaurant, au bar, commander un verre, un repas, le consommer sur place et partir. Vite, de préférence, parce que partir sans payer. Dans le code pénal, ça s'appelle de la filouterie. C'est mignon. Et la filouterie est un délit qui est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. C'est moins mignon.
Au XIXe siècle, une bande de jeunes commence à faire des restos basket. Au bout d'un moment, ils se font attraper, ils se font juger. Jusque-là, rien d'anormal. Ils n'ont jamais été condamnés. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que personne n'y avait pensé avant eux. Et puisque personne n'y avait pensé avant eux, la loi non plus n'y avait pas pensé. Et donc la loi ne prévoyait pas le délit de filouterie. Le délit de filouterie a été créé à la suite de cet événement. Et donc la loi qui régit le délit de filouterie a été prise en réaction à la situation qui s'était présentée. Situation créée par des individus qui composent notre société, donc des situations qui sont créées, vécues chaque jour par chacun d'entre nous. Et c'est ça que j'aimerais que tu retiennes ce soir. Alors, non pas qu'il faut adopter des comportements qui feront nos infractions de demain, mais j'aimerais que tu retiennes que les lois sont la conséquence de nos actes, sont la conséquence de nos actions, de nos omissions. Encore une fois, le droit n'anticipe pas, il n'invente jamais. Le droit observe et réagit à nos comportements. Alors comment il réagit, ce droit ? Il peut réagir de 3 manières différentes. Première possibilité, il conforte la situation qu'il constate. Il la légitimise, il peut particulièrement l'apprécier, donc aller plus loin, l'imposer à tous pour que la situation se reproduise à nouveau. Deuxième possibilité, il la limite, il l'encadre ou alors il l'oriente dans une direction particulière en fonction du résultat qu'il entend obtenir. Troisième possibilité, tu l'auras deviné, il n'aime pas la situation qu'il constate, il l'interdit. Il empêche que la situation ne se reproduise à nouveau. Je vais donner un autre exemple pour que tu vois la bascule qui s'opère entre un état de fait à un état de droit qui va venir réglementer cet état de fait. En 1900, rien n'interdit aux femmes d'exercer la profession d'avocat. Combien ? Rien ne l'interdit, mais rien ne le prévoit non plus. Les femmes doivent simplement, comme les hommes, détenir à l'époque une licence de droit pour pouvoir prêter le serment d'avocat. En 1897, Jeanne Chauvin, c'est une femme française. Elle est titulaire d'une licence en droit, elle est même titulaire d'un doctorat en droit. Et donc elle va se présenter à la Cour d'appel de Paris pour prêter le serment d'avocat. Sa demande sera rejetée. Sa demande sera rejetée au motif, j'adore, au motif que la profession d'avocat est un exercice viril. Manifestement, donc ceux qui ont pris cette décision à l'époque considèrent que la femme ne serait physiologiquement pas capable d'exercer la profession. Eh bien, Jeanne Chauvin, elle va se battre pour pouvoir exercer la profession d'avocat. Son combat va aboutir à une loi, la loi du 1er décembre 1900, qui permet aux femmes d'accéder au barreau. Jeanne Chauvin, c'est la première femme française à plaider dans un tribunal. Je suis là grâce à elle devant vous ce soir, et surtout, nous sommes un peu plus de 40 000 femmes avocates en France à exercer aujourd'hui. Jeanne Chauvin a compris qu'elle avait, comme nous avons tous, le pouvoir de faire bouger les choses par le droit, le pouvoir d'agir par le droit. Nous avons tous le pouvoir de changer la société en agissant sur les normes qui la composent. Alors là, tu vas me dire, c'est sympa, beau programme, mais comment on en arrive là ? Ce soir, je te propose 3 étapes qui peuvent te permettre de te rapprocher de cet objectif, si ce n'est de l'atteindre. 3 étapes. Première étape, c'est s'informer. Il faut lire le droit. Désolée. Il faut connaître le droit. On entend souvent d'ailleurs, le savoir c'est le pouvoir. C'est particulièrement vrai dans le domaine du droit. Il faut aller chercher la réglementation qui s'applique à une situation
qui t'intéressent, qui te bousculent, qui te dérangent, parfois qui te concernent directement. Tu as autant de sujets que de situations réglementées ou non en France. Ce ou non, il est important. Pourquoi ? Parce que tu l'auras compris, entre la naissance d'une situation qui n'existait pas auparavant et la réglementation qui va venir encadrer cette situation, la prévoir, tu as un laps de temps, plus ou moins court en fonction de l'urgence à adopter des règles, tu as un laps de temps pendant lequel la situation ne sera pas réglementée. Et l'exemple parfait pour illustrer ce que je te dis, c'est en matière de drones. Les drones, ou selon le code du transport, les aéronefs circulant sans personne à bord. J'adore les termes juridiques. Les drones, donc, n'étaient pas réglementés à leur création, puisque précisément, ils n'étaient pas créés. Et donc, il a fallu prendre un ensemble de règles pour encadrer leur utilisation, définir les responsabilités en cas de dommage, protéger la vie privée d'autrui quant à l'utilisation des drones, etc., etc. Donc, tu pourras toujours tomber sur une situation qui n'est pas réglementée. Et pour toutes les autres, il faut s'informer. Première étape, s'informer. La deuxième étape, c'est se forger une opinion. Et de prime abord, c'est une étape qui est quasiment intuitive. Mais se forger une opinion, c'est aller un petit peu plus loin. C'est critiquer ce que je lis, appréhender ce qui fonctionne mal. C'est voir les conséquences de la loi sur la situation qui m'intéresse. Et finalement, se poser une question, comment, selon moi, la situation devrait être réglementée pour que ce soit plus juste. Deuxième étape, se forger une opinion. Et la troisième étape, la plus longue, qui sera parfois le combat d'une vie. La troisième étape, c'est agir. Agir. C'est parfois agir par le droit, avec le droit, c'est-à-dire en jouant avec les normes telles qu'elles existent aujourd'hui. En tout cas, c'est agir pour le droit. Viser la modification, la création ou la suppression d'une réglementation. Et là, tu trouveras évidemment autant d'exemples qu'il existe de règles en France, puisqu'encore une fois, tu l'as compris, ce sont nos actes, ce sont nos actions qui créent la loi, qui créent le droit. Alors, il ne te reste plus qu'à agir. Tu peux agir comme Jeanne Chauvin, tu peux agir comme l'Académie nationale de médecine, qui a publié des rapports et qui a participé à la mise en lumière du phénomène de harcèlement scolaire, qui a abouti à une loi de 2012. Tu peux agir comme Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, qui n'a de cesse d'alerter sur la violation du droit. Tu peux agir comme Michael Jérémiaz, qui est une personne devenue paraplégique à la suite d'un accident de ski. Et à sa sortie de centre de réadaptation, il se rend compte à quel point la société est inadaptée pour les personnes en situation de handicap. Donc il a créé une association qui s'appelle Comme les autres et qui vient en aide à ces personnes devenues blessées médulaires à la suite d'un accident. Donc cette fois-ci, il vient pallier les insuffisances de la loi. Tu peux agir seul. Tu peux agir à plusieurs. Tu peux agir en rejoignant une association. Tu peux agir en créant une association. Je te rassure, tu peux agir en restant assis sur ton canapé, pas en métal, et en créant par exemple du contenu sur Internet pour sensibiliser la population sur une situation particulière, mais agir. Troisième étape, agir. Agir pour faire changer le droit. Nous sommes tous des fabricants du droit. Alors toi aussi, tu peux investir ce rôle pour changer la société par le droit. Je vous remercie.